À la fin des années 70, les médias s'emparaient d'un dossier qui allait faire couler beaucoup d'encre. L'affaire Humo fut révélée au grand jour, et l'on ne compte plus les articles de presse, émissions de télévision ou de radio qui y ont consacré leur thème. Le dossier Humo, également identifié comme l'affaire Humit, concerne une correspondance écrite et téléphonique que des individus extraterrestres auraient entretenue à l'échelle planétaire durant des dizaines d'années avec des humains. Ce sont des Espagnols qui, à partir de 1975, dévoilent une infime partie des courriers et enregistrements téléphoniques dont ils disposent. L'affaire fait alors grand bruit et de nombreux scientifiques se penchent alors sur le contenu de ces documents. Rapidement, il fut avéré qu'un important réseau fut établi entre un groupe d'individus nommés Humit et d'innombrables personnes à travers différents pays. Des réseaux espagnols, français, allemands, canadiens, américains, russes et même australiens furent ainsi identifiés. Ces personnes contactées, généralement proches du milieu scientifique ou intellectuel, recevaient régulièrement, par courrier ou par téléphone, des messages provenant des Humites. Ce fut ainsi que des milliers de lettres dactylographiées furent mises au jour et sortirent des tiroirs du monde entier. Ces courriers regorgeaient d'informations concernant leurs mystérieux expéditeurs. Certaines grandes personnalités du monde scientifique, comme Jean-Pierre Petit ou Martin Castello, s'intéressèrent à ces documents. Et le long travail qu'ils effectuèrent sur des centaines de lettres, qui leur fut généreusement transmise, permit de dévoiler une histoire particulièrement intrigante. En effet, ces nombreux courriers contenaient des informations scientifiques, précises et techniques sur une civilisation extraterrestre présente sur Terre depuis les années 50. Ces lettres, écrites dans différentes langues en fonction des destinataires, apportèrent une foule d'informations sur ces fameuses Humites. Des textes complets traitaient de domaines aussi variés que la sociologie, la géologie, la morphologie, la technologie ou l'histoire des habitants de la planète Humo. D'après les informations transmises dans ces lettres, nous pouvons ainsi retracer point par point chaque détail de cette histoire. Tout commence en février 1934, quand un navire scientifique norvégien, situé près de Terre-Neuve, émit un message à haute fréquence en morse. Les ondes ainsi émises se propagèrent jusque dans l'espace. Ce signal traversa le cosmos en direction de la constellation de la Vierge et finit par atteindre la planète Humo, à plus de 14 années-lumière de la Terre, en 1948. La civilisation des Humites, qui demeure sur cet astre, comprit rapidement que cette émission d'ondes ne pouvait être naturelle et qu'elle résultait d'une forme avancée d'intelligence extra-humite. Les habitants de la planète Humo décidèrent donc d'envoyer un petit contingent sur la planète d'où avaient été émises ces ondes, afin de pratiquer une étude approfondie de cette civilisation dont ils n'avaient pas connaissance. C'est ainsi que le 28 mars 1950, dans le sud de la France, près de Digne-les-Bains et du village de la Javie, un aéronef extraterrestre en provenance de la planète Humo atterrit. Oui, effectivement, disons que l'histoire commence, bien entendu, en Espagne, pour ce qui est connu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais la base de l'affaire Humo commence à la Javie, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 28 mars 1950, donc, un atterrissage a eu lieu dans les environs de la Javie. On dit environ 8 km de la Javie, c'est entre le sommet du Couard et le Cucullon. Bien entendu, nos recherches se sont passées de ce côté-là. On sait que les Humites ont laissé un contingent d'extraterrestres sur Terre, et ce contingent-là a vécu environ à peu près 2 ans dans le département des Alpes de Haute-Provence, et divers phénomènes se sont passés pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a eu
un vol de compteur électrique dans une ferme nommée La Dépense, qui se situait à 4 km de la Javie. Alors tout ça, ça nous a fait faire des recherches vraiment très poussées. Toi et ton équipe du CE, vous êtes allés maintes fois sur place. Vous avez quand même constaté, à l'époque récente, des choses un peu bizarres. D'abord, nous avons contacté la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, bien entendu à Digne, à une époque, et je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre des personnes qui sont encore en service là-dedans, un capitaine de gendarmerie qui m'a dit, mais monsieur Voirino, il y a eu, dans les années 75, avec monsieur Claude Poher, qui était le chef des sections fusées au CNES à ce moment-là, une reconnaissance dans le Cheval Blanc, dans les montagnes du Cheval Blanc, pour rechercher la grotte que les extraterrestres, que les humides auraient laissée avec du matériel humide. Et ce capitaine de gendarmerie m'a précisé qu'effectivement, Claude Poher avait trouvé la grotte, plus le matériel qui s'y trouvait à l'intérieur encore à l'époque. Alors, ces photos ont été réétudiées en 2000 par les Espagnols. Oui, c'est Benitez, l'écrivain espagnol, Juan José Benitez, qui a commandé à la Guardia Civil espagnole une étude par les services de la police espagnole pour une étude de qualité des photos. Et cette étude est sortie en l'an 2000, concluant qu'il n'y avait aucune trace d'aucun artefact décelable sur ces photos. Donc, comme d'habitude, on ne peut pas dire qu'elles sont vraies, mais on est certain qu'apparemment elles ne sont pas fausses. Donc dans cette affaire, on a déjà deux témoignages forts en ce qui concerne le passage de leur nef sur la Terre. On a bien évidemment les lettres, qui va être particulièrement le sujet de la discussion de ce soir. Et puis après, on a les informations que nous donnent les humides dans ces lettres de leur arrivée sur Terre, d'abord d'un premier passage au-dessus de la Terre, ensuite leur arrivée sur Terre. Alors, je vais me permettre de raconter l'histoire, en fait. Le 28 mars 50, ils disent que le 28 mars 50, ils reçoivent un message en morse. Ils reçoivent un message qu'après ils apprennent être du morse. Oui, mais je te reprends, c'est pas le 28 mars 50, c'est en 1900. Ah, c'est 2 ans avant. C'est en 1949. 48. C'est ça. 2 ans avant le 28 mars 50. Pardon. Cette émission dure 6 minutes et quelque chose, 6 minutes 38 très exactement, disent-ils, et ils découvrent que c'est un code terrestre morse. Il s'agit... Binaire, dès lors on découvre. Absolument. Donc ils disent dans des lettres, nous avons su par la suite, qu'il s'agissait du code terrestre morse. Ils reçoivent ce message, ils essayent de le décoder, et ils s'aperçoivent que ça vient d'une planète, d'un système qui est en fait le système solaire. Donc ils décident d'envoyer une mission de reconnaissance vers le système solaire. Il y a une chose intéressante dans cette histoire, et qu'on va rapprocher des planètes actuellement que nous découvrons autour de certains systèmes, les premières planètes, exosolaires, qu'on trouve ailleurs, c'est que les humides expliquent qu'ils n'avaient pas fait très attention à notre système, le Soleil qu'ils connaissaient, parce qu'ils le créditaient de 4 grosses planètes. 3 pour les avoir détectées, c'est-à-dire Saturne, Neptune et Jupiter, mais la 4e grosse planète, elle était supputée par les altérations de l'orbite du Soleil et des autres planètes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont arrivés, ils ont envoyé une mission d'étude, parce que manifestement les signaux étaient intelligents, et donc la mission d'étude est arrivée, et en arrivant à l'entrée du système solaire, ils ont découvert que la grosse planète qu'ils croyaient 4e, c'était en fait 3 planètes telluriques, c'est-à-dire c'était Vénus, Terre et Mars, et que c'était l'ensemble des 3 qui, à elles 3, représentaient quelque chose qui perturbait
les orbites des autres. Et naturellement, ils ont découvert que c'était la Terre qui faisait beaucoup de signaux radioélectriques, et puis la seule qui en faisait, donc c'était autour de la Terre qu'ils ont fait. Alors, très curieusement, hein, bon, le voyage, on va en parler rapidement, le voyage, ils annoncent des durées de voyage de 6 mois pour une distance de 14,4 années-lumière. Hein, attention, il y a beaucoup de scientifiques qui vont tout de suite grimper aux arbres, on va en parler après. Ils annoncent une durée de voyage de 6 mois, et au bout de ces 6 mois, ils ont fait 3 orbites autour de la Terre, pas plus. Le temps d'analyser l'atmosphère, de prendre énormément de mesures, d'enregistrer énormément de choses, et en particulier de filmer à quelque chose comme 5000 mètres d'altitude les environs de Montreux en Suisse, et ils sont repartis aussitôt. Si bien que les données en fait concernant le système solaire ont été disponibles un petit peu moins d'un an après la réception des signaux en provenance de la Terre. Et ils ont tout de suite, après avoir exploité ces enregistrements, ils ont décidé d'envoyer réellement cette fois-ci un corps expéditionnaire, lequel est arrivé sur Terre, toujours d'après les documents, en France, à l'Ajavie. Alors ils avaient loupé la Suisse de quelques 200 km, puisque c'était a priori la zone qui les avait intéressés, parce qu'elle est montagneuse, et qu'elle est relativement, disons, peu peuplée, hein, comme c'est montagneux, les agglomérations sont quand même très centrées au fond des vallées, et ça, bon, c'était assez intéressant pour eux de se placer dans une zone comme celle-là, et donc ils sont arrivés sur l'Ajavie. Et puis, ensuite, ils sont restés 2 ans autour de l'Ajavie, le temps d'apprendre le français, la langue, les coutumes, découvrir les habitudes des terrestres, et puis découvrir surtout que les terrestres ne se connaissaient pas entre eux, ou trop mal, pour identifier vraiment un intrus, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui n'était pas de notre planète. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, hein, nos visiteurs extraterrestres humides proviendraient d'un système solaire qui se trouverait à 14 années-lumière de notre planète Terre. Après s'être installés en Espagne, ils essaieront d'approcher plusieurs hommes influents, dont beaucoup de scientifiques, hein, et des centaines de lettres seront ainsi envoyées à certains scientifiques, ce qui fera naître un véritable réseau sur une échelle planétaire. Bien entendu, ce que vous venez d'entendre, c'est tiré d'une émission qui a été passée à la radio ici maintenant. Hein. Je vous mettrai le lien dans son intégralité. Hein. C'est Jean-Paul Young qui parle de nos visiteurs humides. Hein. Parce que là, je vous ai mis qu'un petit extrait. Hein. C'est pour lancer la vidéo. Dans ces lettres, nos visiteurs extraterrestres humides évoqueraient certains aspects de leurs connaissances scientifiques et surtout essayaient de nous faire connaître le monde d'où ils venaient. Une de leurs lettres parlait de leurs habitations. Un jeune couple humide qui vit généralement à la campagne habiterait dans une maison qui aurait la forme d'une tour pavillon. C'est un peu ce que vous voyez là. C'est un peu cette apparence. Ça, c'est une maison, une tour maison qui est descendue. Parce que je vais vous expliquer par la suite comment fonctionnent ces tours maison. Donc, cette maison leur est fournie en général par le Conseil d'Humo, hein, qui est un peu le gouvernement de la planète. Hein. Quand le couple, une fois sa formation culturelle et technique terminée, commence à faire partie de la communauté d'Humo. Cet achat n'est pas vraiment fait avec de l'argent. Hein. En quelques instants, les ordinateurs calculent l'indice de rendement intellectuel des 2 membres du couple hein, durant les années d'études. Hein. Et grâce à cette analyse faite par l'ordinateur, on étudie les capacités ou coefficients mentaux et surtout le travail pour lequel les époux seront destinés. Hein. Quoique la femme ne travaille pas est exempte de travail pour la communauté tant qu'elle a des enfants à charge. D'autre part, les 2 époux peuvent choisir dans certaines limites la région hein, imposée par le calcul des ordinateurs, bien entendu. Hein, la situation et les caractéristiques secondaires de couleur, disposition et structure de leur nouveau foyer. Ils peuvent faire un choix malgré que tout est calculé par l'ordinateur, ils ont quand même un petit mot à dire. La planification de la construction d'habitats se déroule en tenant compte de l'accroissement démographique naturel de la population sur la planète Humo. Il n'est pas nécessaire d'indiquer que les chiffres de maisons libres couvrent amplement les besoins. Hein. Donc, chaque habitant de Humo possède sa maison, en langage plus clair. Mais toute leur humanité ne résiderait pas dans ces demeures dispersées en pleine campagne. Hein.
Vous avez approximativement plus de 30% de la population qui, elle, vivrait pour des raisons professionnelles hein, dans des grandes villes hein, qui ressemblent un peu à nos villes terrestres, hein, mais en plus modernes. À la campagne, toutes ces maisons en forme de tour pavillon ont tendance à modifier temporairement le paysage. Hein. Ces tours maisons en forme de champignons terrestres émergeraient quelquefois, et spécialement pendant la nuit, hein, de leurs fosses en forme de puits hein, dans lesquelles elles peuvent monter ou descendre à volonté. Hein. Pour un observateur terrestre, la campagne du Meaux, à la nuit tombante, semble remplie de phares côtiers terrestres. Hein. Ceci est dû au fait que les habitations humides sont giratoires et peuvent tourner sur elles-mêmes, hein, selon la volonté de leurs habitants, hein, pour leur permettre ainsi d'avoir une vision continue de l'horizon. C'est-à-dire, ils tournent sur eux-mêmes, ils voient tout l'horizon en gros. 360 degrés. Les lumières décrivent ainsi un mouvement de rotation qui est à l'origine de cette petite illusion d'optique. Hein. Bon, pour ceux qui recherchent la tranquillité, si vous allez dans les campagnes humides, vous allez être confronté à tous ces phares hein, qui tournent sur eux-mêmes. Hein. Bon, pour ceux qui n'aiment pas la lumière. Hein. Bah, sur la planète Humo, il existerait plusieurs types de tours hein, de structures fonctionnelles hein, qui seraient assez distinctes. Hein. Les vieilles maisons, qu'ils appellent palais, hein, existeraient toujours, mais elles seraient conservées comme des sortes de musées. Hein. À titre de curiosité, comme les restes d'une civilisation qui n'aurait pas survécu. Bah, toutes ces tours maisons ressemblent à des champignons, comme je l'ai dit. Elles sont composées de deux parties bien définies. Hein. Une tour au cylindre central, et dans la partie supérieure, il y a une sorte de grande enceinte circulaire en couronne, en forme de coupole. Donc là, vous avez le fameux cylindre, et l'habitation se trouve là dans la coupole. Hein. Ça, c'est la fameuse maison. Hein. Et le grand cylindre, du moins le phare si vous voulez, sert à faire monter la maison, à la faire descendre. Par exemple là vous avez une maison qui est montée là, et là vous en avez une autre qui est descendue. Vous voyez. Bon, cette enceinte circulaire constitue en fait la véritable maison. C'est ce que vous voyez là. Je vous fais un gros plan de la coupole que vous avez vu tout à l'heure. Là vous avez le fameux tube, c'est un sorte de tube hydraulique hein, qui permet de faire monter la maison. Cette tour maison peut monter ou descendre jusqu'à ce que l'habitation soit au ras du sol. Hein. Ceci est réalisé par un système hydraulique. Hein. Pour faire monter ou descendre la tour maison, les humides utiliseraient une sorte de piston et un long corps de pompe. Hein. La seule chose qui le différencierait de nos systèmes hydrauliques, c'est que les humides utiliseraient de la vapeur de sodium au lieu de l'air. Hein. Ce métal à basse température demeure à l'état solide. Hein. Le piston est alors descendu et avec lui la tour maison. Hein. Mais quand les humides veulent émerger et s'élever à un niveau déterminé, un mécanisme va exciter le fameux sodium hein, par des processus de technique spécifiques aux humides. Hein, et celui-ci passera rapidement à l'état de vapeur, hein, se liquéfiant au préalable avec un degré d'expansion constant. Ce qui fera monter la tour maison à une vitesse assez constante. Bah, toutes ces maisons sur tour semblent vides hein, de tout mobilier. Hein, quand elles sont inoccupées la journée hein, par les couples humides. Hein. L'astuce se trouvera en fait sous le carrelage de la dite maison. Le carrelage, ce que vous voyez là, hein, vous savez les petits points là, carrelage vert, rouge, vert, voilà. Le carrelage présente une répartition sur sa partie de plusieurs lames de forme triangulaire, circulaire, carrée, hein, peintes de couleurs très vives. Hein. Carmin, bleu, magenta, jaune, entre autres. Hein. Un terrestre qui visiterait la planète Humo pour la première fois interpréterait de telles tâches comme des motifs ornementaux modernes. Hein. Mais tout au contraire, ces figures géométriques sont de véritables écoutilles, hein, d'où émergeraient les dispositifs qui servent aux humides, qui servent surtout de meubles ou d'équipements pour la maison. Les couleurs obéissent à un code universel qui distingue chacun de ces équipements. Ainsi, le rectangle orange est le symbole du siège. Voilà, vous voyez les différents meubles humides, là, en réalité, ils peuvent descendre sous la maison et remonter. Tous les carrelages que vous voyez, les sortes de motifs, correspondent à un appareil bien précis de la maison. Pour le faire surgir du carrelage, la femme humide émettra donc en fait un signal acoustique ultrasonore hein, qui correspondra précisément au siège qu'elle aura à ses pieds. Et celui-ci s'ouvrira automatiquement. En fait, pour s'asseoir, les humides se serviraient d'une sorte de petite fosse dans laquelle ils placeraient leurs jambes. Hein. Ils n'utiliseraient pas vraiment ce que nous appelons un vrai siège. Hein.
Les habitants humides semblent perdre leur voix avec l'âge, hein. Ça, c'est une caractéristique physique, hein, de ces habitants, hein. Et pour remédier à ce problème, les scientifiques humides auraient mis au point toute une gamme de mini-appareils vocaux qui amplifieraient le son de la voix. Par exemple, les humides qui seraient venus sur notre planète dans les années 50, eux faisaient en fait partie d'une minorité d'exception, hein, qui avaient un peu de voix, mais ils devaient quand même amplifier la faible voix qu'ils avaient avec de petits appareils. Ainsi, malgré tous ces handicaps, des équipements miniaturisés incorporés dans leur gorge leur permettraient de s'exprimer avec des sons parfaitement intelligibles. Malgré cela, leur gamme de fréquences serait beaucoup plus restreinte que chez nous, hein, puisque chez nous, c'est compris entre 10 000 et 20 000 cycles par seconde, hein. Mais grâce à un système très simple de conversion de fréquences harmoniques, hein, les scientifiques humides seraient arrivés, d'une manière assez artificielle bien entendu, à fabriquer un système qui leur permet d'émettre dans une gamme qui oscillerait entre 15 000 et 20 000 cycles par seconde. Ouais, ça se rapproche de notre voix, notre gamme de fréquences, hein. Il est permis ainsi à la femme humide, hein, d'émettre un cri ultrasonique codé qui actionnera les mécanismes qui mettront en marche les divers équipements du foyer. La fréquence sonore émise est en fait captée par un récepteur sensitif qui opère au moyen d'un microphone de magnétostriction, hein. Bon, c'est le terme qu'ils désignent dans leurs lettres, hein. Et ce récepteur actionnera ensuite les divers meubles ou dispositifs d'usage dans la maison, hein, les faisant apparaître ou disparaître dans le sol. Bon, là, comme je l'ai dit, vous voyez les meubles, hein. Dès que la femme humide émet son cri ultrasonique, hein, ça va actionner le mécanisme qui va faire monter différents appareils, hein. Et ce récepteur, comme je viens de le dire, actionnera ensuite les divers meubles ou dispositifs d'usage dans la maison, hein. Parce qu'ils vont monter ou d'autres vont redescendre, donc ils vont disparaître, hein. Et avant d'aller se coucher, le couple humide médite pendant quelques minutes. De nouveaux signaux acoustiques fermeront alors les sièges et les époux éteindront alors la lumière pour ensuite se dévêtir tous les deux. Par la suite, le couple mettra en marche un nouveau dispositif qui fera surgir du sol le fameux lit. Lorsqu'ils actionnent ce dispositif, du moins le dispositif en question, deux disques émergent en fait du sol et sont rapidement séparés de celui-ci par un système de lévitation électromagnétique, hein, c'est-à-dire ils flottent dans les airs. Et vous avez un champ de haute fréquence peut maintenir suspendu dans le vide n'importe quel anneau toroïdal métallique. Et au niveau de ces anneaux commence à se former un conglomérat de mousse correspondant à un produit chimique entre le chimique et l'organique, hein, qui va se solidifier assez rapidement, hein. Parce que tout se fait techniquement, scientifiquement parlant, hein. Et un système gazeux de direction du processus obligera cet agglomérat mousseux et amorphe à prendre une forme de divan spongieux. Là, vous voyez en dessous, vous avez tout le dispositif, tous les appareils se trouvent en fait sous la maison. Et ces carrelages, lorsque la femme émet son fameux cri, son, ça va actionner un dispositif qui va faire monter, je sais pas, une table, une chaise ou n'importe quoi, n'importe quel meuble. Et là, vous avez la fameuse section tubulaire qui permet à la maison de monter ou descendre. Voilà, c'est un peu je vous fais montrer les fameuses tables au siège humides, hein. Vous avez là carrément une sorte de plaque qui va descendre dans le sol et l'humide va s'asseoir au niveau du sol et ses pieds vont reposer sur cette plaque qui est descendue. Et ainsi, il a un siège et une table. Bon, j'avoue que quand je regarde leur dispositif, c'est pas vraiment confortable, hein, mais bon. Peut-être qu'ils se sont adaptés avec leur dispositif, hein. Lorsque l'humide a fini de manger, ben, il va activer un son qui va faire remonter ça et ça va équilibrer le sol. Bah là, je finis la vidéo pour vous faire montrer comment fonctionne leur maison. Là, vous avez carrément la maison qui est levée, hein. Vous avez la coupole, c'est l'habitation, hein. Et là, vous avez une maison humide qui est baissée, qui a été descendue. Là, vous voyez, c'est transparent. Ce genre de maison circulaire, lorsqu'elles remontent, elles ont tendance à remonter la nuit, hein. Elles pivotent, c'est-à-dire elles tournent sur elles-mêmes et ça fait comme un phare. Vous avez des jeux de lumière qui tournent.
Et en règle générale, au petit matin, la maison redescend au niveau de la terre, hein. Mais bon, vous me direz, ils sont pas obligés de l'activer la nuit pour la faire monter, hein. Elle peut très bien rester au niveau du sol, hein, pendant la nuit, mais bon, c'est selon le souhait des couples humides, hein, s'ils veulent avoir de la hauteur pour avoir une meilleure vision, hein. Moi, je dirais que ce genre de maison, c'est un peu du luxe, hein, pour les humides, hein, parce que tout est perfectionné à l'intérieur, hein. Lorsque vous rentrez dans une maison de ce type, il n'y a rien. Vous rentrez, vous avez que les fameux carrelages dont je vous ai fait montrer tout à l'heure l'image. Et lorsque la femme humide ou l'homme se met à y mettre un son, vous avez un système hydraulique qui va faire monter les différents appareils, sièges ou téléviseurs ou d'autres appareils, hein. Ensuite, en actionnant un autre son, ben, ces appareils vont descendre au niveau du sol. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.